Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ok. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour le Paris JS numéro 29, si je ne me trompe pas, accueilli chez Viadeo. Déjà, une question pour commencer. Qui n'est jamais venu à Paris JS auparavant? Ok, près de la moitié, c'est pas mal. Ben, bienvenue à vous. Pour vous expliquer, Paris JS, c'est un événement auto-organisé basé sur le partage, la communauté et l'anarchie, où en fait on se débrouille tous les mois pour trouver un lieu enfin, des gens pour nous accueillir et des speakers pour partager leur savoir et leurs connaissances sur des sujets qui sont liés de près ou de loin à JavaScript. Et ce soir, c'est Viadeo qui nous accueille. Et je vais lui passer le micro pour un petit mot. Donc bonsoir à tous. Donc on est super content de vous accueillir ce soir. Viadeo, on essaie de vous accueillir un peu une fois par an, vu que ça fait 2 ans, c'est la deuxième fois. Faut juste savoir aussi qu'il y a d'autres groupes qui viennent chez nous de temps en temps. En fait, une fois par mois, on a eu le Scala, MySQL User Group, Hadoop, Elasticsearch, MongoDB, Human Talks. Puis mois prochain, il y aura aussi AngularJS, c'est un groupe AngularJS. Donc pour ceux qui aiment le JS, il y en a pas beaucoup ici. Voilà. À l'issue, il y aura un buffet maison. Attention, on a nos cantines. Et voilà, à peu près tout. Ah oui, j'oubliais si vous êtes intéressé par ce qui se passe chez Viadeo, recrutement, ce genre de trucs, Node.js, ce cas-là, vous passez me voir, je serai pas loin et on peut en discuter. Allez, bonne soirée. Et puis je passe la main à Mister. Bonjour à tous. C'est bon? Ouais. Je sais pas comment. Ouais, Bonjour à tous. Je vais vous présenter la plateforme WebShell. WebShell qui permet aux développeurs de programmer le web et d'intégrer beaucoup plus facilement les API dans vos applications en JavaScript. Ok. Tu peux me le mettre là? Merci. Nickel. Donc je me présente, je m'appelle Thibaut Arnaud, je suis CEO et co-founder de WebShell et vous pouvez me contacter soit par Twitter, soit par mail à thibaut_arnaud ou thibaut.arnaud@gmail.com. Donc, on a fait WebShell parce que aujourd'hui, il y a plus de 8000 API. Elles sont toutes différentes, donc designées différemment avec des paradigmes différents. Il y a des API qui sont client-side et d'autres server-side, et pour pouvoir les mashuper, ça devient compliqué. Et au niveau de l'autorisation, donc que ce soit l'hôte ou les custom authentification, WebShell, c'est une plateforme qu'on a construite au-dessus de Node.js. Donc c'est une plateforme qui permet de découvrir, d'essayer et de mixer les API ensemble. Et c'est aussi une API qui permet d'intégrer facilement les API dans vos applications. Et donc on a transformé en fait tous les objets, toutes les endpoints d'API en objets JavaScript. Donc, je sais pas comment je peux filmer. Ah, tiens, merci. Donc, on a développé un petit REPL qui permet d'essayer rapidement l'API de WebShell pour essayer. Alors, on va essayer sur Spotify de chercher un artiste. Hop là. Et donc, avec un simple objet JavaScript. Hop, je peux le reprendre. Avec un simple objet JavaScript, une méthode, on peut récupérer donc tout le JSON de Spotify et on gère aussi les API côté client. Donc par exemple une Google Maps. Et après, très facilement, on peut remanipuler la variable M pour centrer sur Paris, faire un zoom et pourquoi pas ajouter un marqueur. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça qu'on simplifie l'intégration des API dans vos applications.
Donc, à chaque fois que je faisais entrer dans le REPL, en fait, ce que ça faisait derrière, c'est tout simple, c'est juste un get ou un post, comme vous voulez, à l'URL api.webshell.io avec en paramètre du code JavaScript. Donc, c'est là où on change par rapport aux API classiques, c'est qu'on met du code directement dans l'URL. Et donc, par exemple, pour exécuter Spotify, il va me faire une erreur, voilà, normal. Il faut juste que je chope ma clé d'API. Voilà. Et donc là, on a le JSON directement de Spotify dans la page web. Donc sur la plateforme, on a un Explorer qui permet de voir toutes les API qui sont en ce moment sur la plateforme. Donc par exemple, si on veut tester avec GitHub, on a l'intégralité de la doc de l'API avec la méthode d'authentification et des samples pour pouvoir essayer cette API. Donc par exemple, si on veut se connecter à GitHub en utilisant l'auth 2, ben, c'est juste api.github.auth. Et après, pour récupérer mes informations personnelles, c'est api.github.me. Et après, par exemple, pour transformer du Markdown en HTML, là, j'ai une URL avec du Markdown dedans qui vient de GitHub. Je prends l'API de GitHub ici et pour transformer en HTML. Et donc, voilà, j'ai après mon README qui est en HTML. Donc, par exemple, si on veut voir la doc, on peut chercher des repos. Hop. Et après, très rapidement, on fait api.github. Le nom de la méthode, les paramètres qui sont demandés. Donc, il y a juste un keyword. Et par exemple, on va chercher les API sur GitHub. Alors, c'est un peu plus long. Ouais, c'est assez lourd comme... Hop, je vais monter. Donc voilà, là, il y a tous les repos qui sont sur GitHub qui parlent d'API. Donc pour intégrer après les API dans votre application, on a deux SDK pour l'instant. Donc un en JavaScript côté browser, où vous avez juste à intégrer cette ligne-là dans votre header dans la balise head pour inclure le SDK. Et après, pour exécuter du code d'API, c'est juste un WSH exec pour dire qu'on va exécuter du code sur WebShell. Et après, donc le code que vous voulez exécuter sur WebShell et les callbacks. On a exactement pareil pour Node.js. Donc on a des repos GitHub avec donc c'est un npm install, on require WebShell et après on peut exécuter avec pareil que client-side, c'est-à-dire mettre le code et après on a les callbacks juste à la suite avec les erreurs, les process, etc. Donc pour faire toutes ces API et pour pouvoir faire des scripts intéressants, on a dû réimplémenter pas mal de fonctions qu'on appelle la bibliothèque standard, qui permet donc de faire des calls HTTP, genre get, post, put, delete, patch, etc. De manipuler vos fichiers qui sont stockés sur WebShell, ça je reviendrai dessus juste après, et ainsi que les vues HTML. Et il y a aussi des fonctions qui permettent de géolocaliser vos users ou des fonctions qui permettent de débugger votre code et de vous aider. Donc, et toutes les API qui sont sur WebShell ont été construites grâce à cette bibliothèque standard. Donc, par exemple, pour les vues, donc ça c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ouais, je vais le reprendre sinon. Merci. Chaque script que vous exécutez sur WebShell renvoie donc des datas, les datas de l'API, et à côté ça renvoie optionnellement des métadatas. Donc dans les métadatas, on a un champ view qui permet de templater en fait toutes les réponses de votre API. Donc par exemple, si vous récupérez les postes donc, par exemple. Là, pour l'instant, ça va aller, je pense. Et donc là, voilà. En gros, si on regarde le code, c'est juste un get sur news.ycombinator.com. Et après, on passe les datas dans la méthode render et on lui passe un template en EJS pour dire comment on veut afficher ces datas-là. Et donc là, ça nous donne bien la première page de Hacker News. C'est comme ça qu'on a pu implémenter, par exemple, API.TTS, qui est une API de text-to-speech. Donc ça permet, alors je sais pas si
qui permet de voilà, de transformer une chaîne de caractères en audio. Donc ça utilise la balise HTML5 audio et ça voilà. Et on a la même chose pour par exemple Street View, où là on a juste à donner une location, un pitch, un heading et un fauve, et ça nous renvoie une image de Google Street View en fonction de la requête qu'on a fait. Donc, et c'est aussi comme ça qu'on fait après les API client-side plus poussés, comme par exemple la Google Maps ou un player YouTube. Là, je veux bien que tu me reprennes le micro. Désolé. On aurait juste à prendre ça. Merci. Voilà, il l'a dit, je sais pas si vous avez entendu, c'était assez silencieux. Mais voilà, donc en gros, là, il dit la météo de là où on est en ce moment. Et après, en utilisant d'autres API, on peut récupérer l'adresse de là où on est en ce moment. Donc par exemple, avec Google Maps Geocode, on lui donne des latitudes et longitudes et il nous redonne une adresse. Donc on peut directement et donc là, on a à côté toutes les datas qui contiennent donc l'adresse de là où je suis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est formater l'adresse pour le faire dire à notre API de text-to-speech. Donc c'est dans résulte 0. Ok. Et donc, modifier vite fait le message de l'API text-to-speech pour le dire. Partly cloudly. Here in ADDR. It is partly cloudy here in 47 Lafayette, 75,009 Paris, France. Donc on pourra améliorer l'adresse en modifiant un petit peu la chaîne de caractères, mais voilà, donc après très vite, on peut commencer à mélanger des API ensemble pour pouvoir en faire des scripts sympas. Et donc ce bout de script-là, je l'ai mis dans mon éditeur, et après cette URL-là, j'ai juste à faire run et tout le monde peut lancer mon script. Donc, je vais couper. Directement avec cette URL-là, qu'on voit pas très bien parce que l'écran, voilà, avec cette URL-là. Donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, l'authentification elle se fait en une seule ligne de code, c'est-à-dire qu'on peut faire api.facebook.auth qui est de l'auth 2 et ça connecte nos utilisateurs en une seule ligne. Et pareil avec Twitter qui est de l'auth 1, donc un autre protocole, et ça marche de la même manière. On peut directement se connecter à Twitter. Et donc les access tokens que renvoie l'hôte, nous on les stocke, ce qui permet après nous de les injecter directement dans vos requêtes HTTP quand vous faites api.facebook.me par exemple. Donc je sais pas si voilà, donc là j'ai pas eu besoin de mettre d'access token et directement WebShell a injecté les access tokens dans la requête HTTP. Et donc c'est pareil avec Twitter. Pour simplifier l'authentification, on a sorti il y a quelques jours un service qui s'appelle auth.io. Alors il faut juste que je passe en HTTPS parce qu'on n'a pas encore les certificats. Voilà. Qui permet donc de gérer vos clés d'API directement sur auth.io. Donc c'est le même principe, quoi. On a exactement la même techno dans WebShell, mais on a juste exporté cette techno pour en faire un produit très simple pour pouvoir se connecter à n'importe quel réseau social très facilement. Donc après, pour gérer les clés, on fait glisser dans l'app Facebook, ça explique où est-ce que vous créez votre app et comment vous entrez vos API key avec les scopes, etc. Et une fois que c'est fini, vous avez juste à try out pour que il vous donne votre access token et l'expire in. Et après, donc voilà, c'est juste ce code-là pour pouvoir après s'authentifier en auth à Facebook, par exemple. Voilà. Donc pour la suite, nous ce qu'on va faire, c'est que WebShell va complètement se baser sur auth.io au lieu que de dupliquer la techno, ça va être voilà WebShell qui va se baser sur auth.io pour améliorer la sécurité, etc.
Et les vues HTML que je parlais tout à l'heure pour les rendus de script, ils vont être basés sur les web components, basés sur le projet Polymer qui permet donc les shadow DOM, les HTML export et import et custom elements, etc. Donc voilà, merci si vous avez des questions. Question? J'en ai une. Est-ce que vous connaissez Singly? Est-ce que vous l'utilisez Singly ou pas du tout? Ok. Pourquoi? Ouais. Pour le temps de réponse, parce que déjà qu'on est déjà un proxy pour les différentes API, si on passe en plus par Singly, qui est un autre proxy, on passe par deux proxys pour faire juste une requête à Facebook, et on trouvait que c'était peut-être trop long pour juste une requête. Et après, quand on commence à faire un mélange entre plusieurs API, on commence à faire un double proxy de plusieurs requêtes qu'on va mélanger, et ça commence à être un peu long, en gros. Autre question? Ok, merci bien. Et on va accueillir Alexis Jacomi pour nous parler de Domino.js. T'as besoin d'un PC ou non? Ah, t'as tout ce qu'il faut? Ok. Bon, pendant qu'il s'installe, j'ai un message à faire passer. J'ai bâclé ma présentation de Paris.js tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un site internet, parisjs.org, que la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Où on annonce donc les prochains événements et on publie les slides, on publie les liens vers les slides de tous ceux qui présentent lors des Paris.js. On a une mailing list qui est complètement ouverte. C'est sur cette mailing list qu'on fait que toutes les discussions sur l'organisation des événements, sur le choix des talks se passent. Et c'est complètement ouvert. Il n'y a aucune inscription particulière, il n'y a pas de membre, il n'y a pas de président chez Paris.js, il n'y a pas de chef. N'importe qui peut venir dire oh, tiens, bah, j'ai envie de participer. J'ai une idée, j'ai un talk, peu importe, tout est fait pour. Il y a un Trello aussi, sur lequel on choisit, on stocke les talks, les propositions de talks et on les sélectionne. De toute façon, tout est transparent, tout est expliqué sur le repo, enfin sur le site. Et voilà, tu penses à quelque chose d'autre, Julien? Non? Ok, ok, ça marche. Et ton ordinateur il boot pas très vite. Ah ok. Ah d'accord. Non bah ça va, je retire ce que j'ai dit alors. Comment je peux meubler ces 2 secondes alors? J'ai pas de blague, j'ai pas de danse. Hey. T'auras besoin de moi pour tenir le micro? Non, c'est bon? Ok. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Une progresse. Yes. Et la console, fais gaffe, on voit pas grand chose. Hein. La console, je sais pas ce que je vais montrer du coup. La console, elle est pas très visible. Ok, à toi la main. Ok. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter dans ce talk Domino.js, qui est encore un outil pour développer pour gérer un contrôleur en fait dans des applications interactives sur le web. Donc un de plus. Le but de ce talk, c'est quand même de vous faire comprendre à quoi il sert, etc. Commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Alexis Jacomi, je suis développeur JavaScript au Media Lab de Sciences Po. Et vous pouvez me contacter sur GitHub ou Twitter et voir d'autres projets que je gère aussi sur GitHub si ça vous intéresse. Je vais commencer par une petite introduction pour expliquer quel est le problème que Domino.js essaie de résoudre. Moi, je ne sais pas pour vous, développer rapidement des applications web interactives peut se montrer chaotique. Ce que j'entends par là, c'est quand, exemple le pire, ça va être le hackathon, mais si vous bossez en start-up ou dans des petites équipes où vous n'avez pas un process encore ultime et où vous avez des délais très courts,
il peut se passer des choses horribles lors du développement d'applications interactives. Voilà, comment ça commence? On développe une première fois l'application. Donc en fait, vous recevez de la part de vos managers, designers, une définition d'un produit en fait. Vous allez développer toute l'interface et à partir des fonctionnalités qu'on vous demande, vous allez essayer d'organiser le code d'une manière assez logique. Donc je pense que vous avez tous des outils, enfin pour ceux que ça concerne, vous avez déjà des outils avec ça, etc. Vous allez essayer de prévoir l'imprévisible dès le départ, c'est-à-dire que vous savez pertinemment qu'il va arriver d'autres features dans le futur, mais bon, vous faites au mieux, et ça n'y manque pas. Plus tard, les usages font évoluer la définition. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on doit développer de nouvelles features qui n'étaient pas du tout prévues dans l'archi initiale. On se retrouve avec en fait, ah non, mais en fait finalement, on va tout gérer dans une single page app et on va devoir avoir 4 onglets différents. D'accord, ce genre de choses qui peut se produire. Donc, on continue. Le code n'est plus aussi propre et organisé qu'au départ. On se retrouve avec des bugs de partout et on essaie de gérer ça au possible. Je pense que ça arrive même avec les meilleurs des frameworks actuels. Et au fur et à mesure, donc, on se retrouve avec de moins en moins de temps pour développer les features et de plus en plus de bugs. C'est pour ça que généralement, on fait des V2 ou des refactoring complets. Mais en fait, c'est pas toujours possible. C'est extrêmement pessimiste comme façon de voir les choses. Mais bon, c'était après quelques années à développer des applications interactives autour de l'adaptavisme, où justement les interactivités, c'est quelque chose de très important. Et c'est pas du tout une question de CMS ou juste d'affichage de contenu, mais bien on doit gérer en plus des questions de performance, avec du Canvas, du SVG, différents modules. Bref, on arrive à des choses assez complexes. Donc, ma solution à moi, que j'avais pour réussir à développer ces choses-là de manière rapide et en essayant de garder quelque chose de maintenable, ça a été de commencer par centraliser tout le moteur de l'interface au même endroit. C'est-à-dire que tous les appels Ajax, plutôt que de les dupliquer dans les modules, etc., on va tout centraliser dans un seul endroit, dans le moteur. De la même manière, toutes les données qu'on manipule, elles vont être aussi au même endroit. Toutes les données qui décrivent l'interface, encore une fois, ça va être dans le même endroit, etc. Ça, c'est un premier élément. Ça permet quand même de savoir assez vite où intervenir dans le code. Deuxièmement, il y a... c'est un truc très bête, mais quand on développe, tout va bien au début. Au bout d'un moment, on doit hacker. Et quand on est vraiment dans des délais très courts, on peut hacker n'importe comment. En fait, si on prévoit dès le départ où c'est qu'on peut intervenir de manière rapide, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être développées de manière très quick and dirty, et d'autres choses comme le moteur de l'application qui doit être très solide, en quelque sorte assumer le fait qu'on va devoir hacker le code de toute façon plus tard, ça aide. Et enfin, prévoir comment débugger efficacement. Donc c'est pour ça que j'avais développé Domino.js, qui est un contrôleur événementiel. Donc c'est toutes les communications se basent sur des événements. Pour l'instant, le moteur d'événements, c'est un moteur interne. J'aimerais bien passer plus tard sur quelque chose relié à du DOM. Ensuite, c'est open source, c'est sans dépendance. Et vous pourrez trouver la documentation sur le site web et le code source sur GitHub. Donc, pour présenter Domino, il faut que je commence d'abord par le centre, c'est-à-dire que Domino, c'est une fonction, c'est un constructeur, vous lui filez un objet de configuration, et il va vous sortir un contrôleur. Le contrôleur, donc c'est l'instance de Domino, c'est juste un seul fichier, donc c'est un objet JSON où il y a le moins de code possible, tout est déclaratif au possible, et ça va décrire à la fois donc, tous les appels Ajax, tous les événements, toutes les données qui sont visualisées par l'interface, toutes les données qui décrivent l'état de l'interface. Typiquement, vous pouvez avoir des flags, dès que vous devez stocker quelque part un flag, parce qu'il y a un module qui des fois il est caché derrière un autre module pour des raisons d'interface ou j'en sais rien. Plutôt que de les mettre en singleton global, là c'est géré dans Domino. Ensuite, donc, la majorité des appels Ajax et des données sont simplement décrites de manière déclarative, donc c'est que des objets, il n'y a pas de code. Globalement, quand on veut moins de code, on essaie d'écrire moins de code, quand on veut moins de bugs, pardon, on essaie d'écrire moins de code, et utiliser des objets de configuration et du déclaratif, ça permet déjà d'alléger vachement ce côté-là. Et enfin, il y a un truc dans Domino, c'est justement ma manière à moi d'assumer le fait que je vais hacker mon code plus tard. C'est une feature qui s'appelle les hacks et qui permettent en fait d'exécuter du code en sortie d'un événement. Je reviendrai dessus plus tard, mais en gros, dès qu'on a des comportements dès qu'on a en fait
et qu'on doit relier des éléments d'interface qui ne sont pas du tout faits pour être reliés au départ, ou dire qu'à l'arrivée en fait, d'un appel AJAX, on doit en lancer un deuxième et ce n'était pas prévu. Tous ces raccords-là dans la chaîne événementielle vont se faire par des hacks. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne un peu plus précisément. Donc ensuite, il y a les modules. Globalement, votre interface va être du HTML, donc vous allez avoir, je sais pas, Bootstrap, éventuellement des librairies pour faire des data viz, ou j'en sais rien, du templating, tout ça. Tout ce qui concerne vraiment le rendu, le HTML en lui-même, c'est vos composants, ça doit rester propre, et Domino n'interfère pas avec ça. Du coup, pour communiquer entre les modules et votre contrôleur, enfin, pardon, pour communiquer entre les composants et votre contrôleur, il y a les modules, donc c'est ce qui fait l'interface. Ça va communiquer de manière événementielle avec le contrôleur, enfin, et aussi avec les composants. Enfin, ça vous regarde. Ce qui se passe entre les modules et les composants, ça c'est... Enfin, je vous montrerai plus tard à quoi ressemble un module, ce sera peut-être plus clair. Ils sont spécifiques à l'application, donc l'avantage c'est qu'ils peuvent être développés très vite. Concrètement, quand on doit développer un module, on a un bon composant qui est solide, DOM, avec une bonne CSS, etc., qui peut être réutilisé par d'autres gens qui n'utilisent pas Domino. Et vous allez écrire votre module à l'arrache, quick and dirty, juste pour qu'il fasse le binding. C'est que c'est pas fait pour être générique, c'est Domino qui assure le fait que ça va marcher, et voilà. Ce qui fait que Domino est interopérable avec, que vous utilisez Bootstrap, jQuery, quoi que ce soit pour gérer vos composants, il n'y a pas de souci. Et donc il communique avec le contrôleur de manière exclusivement événementielle. Enfin, il y a quelques fonctionnalités pour le debug qui sont quand même très pratiques. Premièrement, comme je disais, moi je bosse beaucoup donc, dans la data viz, où on se retrouve avec beaucoup d'applications très complexes, où en cliquant sur un chart, en fait, ça va filtrer d'autres charts, ça va régénérer des vues à gauche, il peut se passer plein de choses, des fois même en parallèle à cause d'appels AJAX qui partent et qui arrivent parallèlement. Donc c'est dur de s'y retrouver dans cette chaîne événementielle. Et donc, tout est logué dans Domino. C'est-à-dire que dans votre log, vous allez avoir tous les événements qui sont logués. À chaque fois qu'une propriété, donc les données sont mises à jour, c'est logué. Dès qu'il y a un appel AJAX qui part, c'est logué. Quand il arrive, success ou error, tout ça, c'est logué. Ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans votre application. Deuxièmement, à chaque fois que vous écrivez un contrôleur, ça c'est un des gros points cool de Domino, c'est que toute l'API utilisable depuis votre code, en fait, vous pouvez tout simplement récupérer une référence sur votre instance du contrôleur depuis la console et dispatcher n'importe quel événement, appeler n'importe quel service, etc. Concrètement, il y a une vraie séparation entre l'interface et le contrôleur, ce qui fait que tout ce que vos modules peuvent faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur un bouton, etc., vous pouvez le reproduire de manière très simple depuis la console. Enfin, il y a plein de paramètres qui vous permettent de désactiver les logs pour la prod, etc., de passer en mode strict si vous voulez qu'il y ait plus d'erreurs plutôt que du log, etc. Il y a plein d'options qui vous permettent de choisir comment vous voulez qu'ils apparaissent. Donc, je vais montrer un peu de code quand même, parce que ça va être un peu obscur. Donc voilà d'abord un exemple de configuration de contrôleur. C'est juste un objet JSON avec juste une fonction à l'intérieur. Je vais commencer par le name. Vous pouvez nommer vos contrôleurs. Ça a juste des petits intérêts. Premièrement, tous les logs vont être préfixés par le nom de contrôleur. Si vous avez plusieurs contrôleurs en parallèle, c'est pratique. Deuxièmement, le nom, c'est aussi l'ID de votre contrôleur. C'est-à-dire que si vous lui donnez un nom, il est impossible d'avoir un autre contrôleur qui a le même nom. Ce qui vous permet de savoir très facilement lorsque vous avez deux fois les mêmes choses qui se passent, ou des fantômes ou des zombies qui partent derrière. Là, ça n'arrive pas si vous nommez votre contrôleur. Et ça vous permet en plus, s'il a un nom, ça vous permet de récupérer l'instance depuis la console. Ensuite, on va donc déclarer les propriétés. Propriété, c'est ce qui déclare toutes les données, que ce soit, donc, comme je disais tout à l'heure, les données qui sont représentées, les contenus, les posts, les tweets, ce que vous voulez, ou alors, plus simplement, le moindre flag dont vous avez besoin pour gérer votre interface. Tout ça, c'est dans les propriétés. Chaque propriété, elle va avoir un ID. Ensuite, elle va avoir un type. Là, j'ai mis booléen, mais toute la syntaxe JSDoc, en tout cas qui est interprétée par le compilateur Closure, va fonctionner. Par exemple, si vous voulez si vous avez une propriété qui va être soit un booléen, soit une string, vous allez mettre type boolean pipe string. Vous pouvez aussi mettre directement un objet où vous avez a de point string, ce qui fait que vous aurez toujours que dans cette propriété soit stocké un objet qui a en face de la clé A une chaîne de caractères. Bref, il y a toute dans la documentation, vous verrez tout ce que vous pouvez faire pour ces types en question. Et ça vous permet de vous assurer que vos données sont toujours valides. Vous pouvez même déclarer vos propres types en dehors. Typiquement, vous pouvez déclarer un type qui va précisément décrire le contenu d'un tweet si vous travaillez avec des tweets. Et vous saurez que c'est toujours des tweets que vous avez dans les mains. Ensuite, donc, il y a les triggers et les dispatchs. En fait, pour mettre à jour une propriété depuis un module, on va dispatcher un événement
le contrôleur, lorsqu'il va recevoir l'événement, il va regarder si cet événement il est censé modifier des propriétés. Là, il voit triggers update my flag. Donc, il va regarder si dans les données de l'événement, il y a quelque chose qui s'appelle myFlag. Si oui, il va mettre à jour la propriété. C'est à ça que servent les triggers. Vous pouvez mettre plusieurs événements au lieu d'un seul. Et pour la sortie, il y a dispatch. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le contrôleur va mettre à jour la propriété myFlag, il va dispatcher un événement myFlag updated. Donc vous décrivez toutes vos données de cette manière-là. Et ensuite, j'ai juste mis un hack ici pour montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, voilà comment ça se lit ce hack. À chaque fois que le contrôleur reçoit ou émet l'événement myFlagUpdated, la fonction en dessous va s'exécuter. Il faut savoir que le vis, c'est un vis spécifique du contrôleur. Donc, dans votre hack, vous avez le droit de mettre à jour des données, appeler des appels AJAX, dispatcher des événements. Tout ce que vous pouvez faire avec votre contrôleur, dans les hacks, vous pouvez le faire aussi. Donc là, vis.log, c'est le log de votre instance de votre contrôleur. Juste myFlag is, espace, vis.get de myFlag, ça va récupérer la valeur actuelle de la propriété myFlag. Un module. Donc un module, c'est une fonction. Là, c'est le constructeur de module. La première chose qu'on fait, c'est on étend l'objet domino.module. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, là, je vais créer une checkbox. On manipule notre seule donnée, c'est un booléen, donc checkbox, ça paraît bien. Là, on va mettre ce qui va permettre de communiquer du module vers le contrôleur. Donc, lorsque la valeur de la checkbox change, le module va dispatcher un événement update myFlag, avec comme contenu en face de myFlag la valeur de la checkbox. Et pour dans l'autre sens, vis.triggers.events.myFlagUpdated, c'est un peu lourd, mais bon. Ça va faire les bindings après que le module va être instancié, qui fait qu'à chaque fois que le contrôleur va dispatcher l'événement myFlagUpdated, on va tout simplement changer l'attribut checked de la checkbox. Voilà comment on instancie tout ça. Donc là d'abord j'ai mis 4 lignes, c'est juste, j'avais pas vu la souris. C'est juste pour pouvoir paramétrer votre manière à vous que vous voulez d'utiliser Domino. Donc verbose true, ça veut dire que vous voulez du log. Strict true, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne renvoient pas d'erreurs en temps normal, qui là vont renvoyer des erreurs. Genre une propriété sans valeur initiale, ou tout ça c'est défini encore une fois c'est décrit dans la documentation. MyController égale new domino de config, donc l'objet qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, myModule égale myController.addModule du constructeur. Voilà, on a le module, tout est fait. Et à la fin, 3 lignes à la bourrin juste pour vider le DOM, et dedans, à la place, on rajoute juste notre checkbox. Voilà ce qui va se passer si un utilisateur clique sur la checkbox. Ce qui va se loguer. Pour l'instant, c'est assez simple, il n'y a pas énormément de code. Comme vous avez vu, le module, c'était écrit à la bourrin comme promis. Le contrôleur, c'est solide, vous n'avez pas écrit grand-chose, et voilà tout ce qui se passe. Alors, comme ça peut être utilisé Domino dans des applications très complexes, il s'avère que, petite anecdote, Domino s'appelle Domino parce qu'en fait, ça va déclencher un événement qui va faire tomber un autre événement, etc. Ça, c'est ce qui est marqué à droite, c'est ce qui est marqué ici, c'est la boucle. À chaque fois que Domino va recevoir un événement, ça va déclencher une sorte de réaction en chaîne. Ça, c'est l'indice de la réaction en cours, si vous voulez. Et à gauche, c'est à chaque fois qu'un domino tombe, ça va augmenter l'itération. C'est juste, ça vous permet de lire quand vous êtes vraiment dans les processus très compliqués, de comprendre vraiment ce qui se passe parallèlement. Donc je reviens à ce qui se passe là. L'utilisateur clique sur la checkbox. Donc le module émet l'événement update my flag. Vous voyez dans le log directement events update my flag. Le contrôleur met à jour la propriété my flag. Normal, il a reçu l'événement avec dans les données une nouvelle valeur pour la propriété. Il la met à jour. Donc update my flag, c'est dès qu'une propriété est updatée. Troisièmement, vu que la propriété a été updatée, on déclenche, le contrôleur émet l'événement de sortie, myFlagUpdated, et le module, notre hack se déclenche sur cet événement-là, donc on voit dans le log, myFlag is true, c'est la ligne qu'on avait tout à l'heure, tout simplement. Enfin, un tout petit peu de code pour montrer comment on peut donc utiliser Domino depuis la console. Là, on est dans le cas où on est actuellement, c'est-à-dire que maintenant la checkbox elle est cochée, la valeur de myFlag c'est true. Donc qu'est-ce que je fais? Var mc comme myController égale domino instances myController. Là on est dans un scope totalement différent, on va vraiment dans la console. Et là ça vous renvoie directement une instance du contrôleur. Vous voulez loguer la valeur actuelle de myFlag, donc console log mc.get de myFlag, hop, vous avez la valeur. Vous voulez la mettre à jour avec la fonction update, vous pouvez directement mettre à jour une propriété. Donc après on vérifie qu'elle est bien à jour, ça marche. Et enfin, vous pouvez aussi la mettre à jour en faisant comme le module, c'est-à-dire en émettant l'événement qui va mettre à jour la propriété. Cette troisième ligne, c'est exactement ce que fait votre module. Ensuite, il y a d'autres helpers qui vous permettent, par exemple, d'avoir la liste de toutes les propriétés. Vous pouvez même rajouter une description
Moi, je travaille beaucoup en open source, donc je ne suis pas trop dans l'obscurcification du code, mais après, c'est à vous de gérer le fait que si vous compilez, vous virez ces descriptions, pour l'instant. Et donc, vous pouvez avoir directement depuis la console la liste de toutes les propriétés, de tous les événements, ce qui va vous permettre de directement savoir comment ça fonctionne. Et donc, reproduire le comportement d'un module. Voilà. Donc, toute petite démo. Je ne sais pas si vous connaissez donc Todo MVC. C'est donc Adi Osmani qui bosse, qui est une sorte d'évangéliste du débugger Google Chrome, si j'ai bien compris, qui avait décidé de créer donc Todo MVC pour qu'on s'y retrouve dans la foule de frameworks qui permettent de contrôler des applications interactives sur le web. Donc allez voir, dessus il y a toutes les... Donc c'est la même application, c'est une spécification très simple d'une application où vous pouvez créer des tâches, les supprimer, une gestion de to-do. Il y a des implémentations sans rien, avec jQuery, avec Angular, Backbone, avec absolument toutes les librairies qui existent, et ça permet de facilement comparer. Bon, ça marche. Je vous laisserai jouer avec si ça vous intéresse. Et je vais montrer très brièvement donc, le code qu'il y a pour ce contrôleur. Oula. Ça marche bien, Reveal, mais... Ah oui. OGS vidéo. Sinon, je peux l'avoir en fait en... Attends. Tu tiens ça un instant, ça? Je savais. Contrôle plus, je crois, contrôle shift plus. Comme ça, vas-y, ouais. Non, mais t'as zoomé. Alors, on essaie de pincher, non? Ouais, oula. Ça va être un peu violent. Ok. Tu peux aussi cacher le truc de gauche. Gagner de la place. Ouais. Voilà. Donc, on commence comme tout à l'heure, c'est-à-dire Domino Settings, on vous donne juste un peu de paramètres pour manipuler, enfin, clone true. Alors, petit détail, clone true, ça veut dire que dès que vous allez manipuler des objets, Domino, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de référence, va tout cloner. Ça coûte cher, mais ça vous garantit, si vous n'avez pas de problème de performance, qu'il n'y a jamais de problème du genre, en dehors de Domino, vous modifiez les propriétés de votre objet sur une référence, et en fait, ça ne va pas dispatcher les événements puisque vous ne le faites pas via Domino. Si vous voulez éviter ce genre de comportement un peu casse-couille, vous mettez clone true, du coup, il va tout cloner tout le temps. Tout le monde n'a pas des problèmes de perf, si vous pouvez vous le permettre, c'est chouette. Ensuite, donc, on ajoute une structure, c'est la to-do, décrit dans la spécification, c'est un ID, un titre, et completed true ou false. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ce domino struct add, donc je vais pouvoir tout simplement décrire booléen ou string dans mes types de propriétés, écrire directement to-do. J'ajoute aussi une autre, c'est mode. Donc là, ma structure, au lieu d'être un objet, ça va être une fonction qui, si elle renvoie true, veut dire que l'objet matche bien le type, si elle renvoie false, ne matche pas le type. Ça permet de développer par exemple le type integer si vous voulez le faire vous-même. Vous mettez une fonction et vous testez que ce soit bien un... En gros, ça vous permet de faire absolument ce que vous voulez comme structure de données ou type de données. Et donc là, c'est juste une sorte de enum. Alors, mon contrôleur, il est ici, son nom c'est todo. Il y a juste une seule propriété, c'est la liste de toutes les todo. Donc je lui indique son type, c'est un array avec des todo à l'intérieur. À chaque fois que Domino, votre contrôleur, va recevoir quelque chose qui n'est pas un array avec des trucs qui ne sont pas des todo, erreur. Donc pendant que vous développez, vous n'avez pas de problème à vous poser de questions là-dessus, ça marchera toujours. Tant que ça marche, vos données sont valides. Une description, etc. Et ensuite, c'est que du hack. Alors les hacks, ça permet aussi d'implémenter facilement des features de l'extérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que dans votre composant, vous n'avez pas envie de gérer depuis votre module, pardon, le fait que si vous rajoutez une to-do, il faut vérifier qu'il n'y en a pas une qui a déjà le même ID, etc. Donc en gros, vous pouvez penser les hacks aussi comme une API un peu. Là, c'est un peu bourrin, mais ça marche. Et donc, tout simplement, en émettant l'événement add to-do avec comme donnée de mon événement completed ID et title, ça va rajouter la to-do, etc. Donc là, il y a plein de hacks, vous pourrez regarder. C'est sur mon GitHub, si ça vous intéresse, c'est le fichier app.js. Ah. Ouais, je vais me dépêcher. Donc voilà, juste, vous avez tous les hacks comme ça. Ensuite, les shortcuts. Si vous n'avez pas envie, par exemple, de dupliquer vos données, mais que vous voulez accéder facilement à quelque chose, typiquement, vous avez un objet qui décrit tout votre projet.
Mais partout où vous êtes dans votre projet, vous voulez récupérer l'ID. Et donc à chaque fois que vous êtes quelque part dans votre code, vous devez accéder au projet.id. Bon là c'est facile, c'est un peu feignant. Mais en fait, vous pouvez décrire directement des sortes de propriétés dynamiques qui, à chaque fois qu'elles vont être appelées avec get, ça va appeler la fonction qui va avoir tous les droits en lecture sur toutes vos propriétés et retourner quelque chose. Une sorte de vue sur vos données, calculée dynamiquement. Donc pareil, c'est pas pour des paires, c'est vraiment pour développer de manière confortable. Etc. Ensuite, donc le code des modules, je vous laisserai le regarder. C'est sans jQuery. J'ai juste utilisé Hogan pour le templating. Et voilà. Donc, il reste des trucs. Bon. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Ouais, on a le temps, je crois. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, ça m'a toujours fait peur, tous ces trucs-là. Et le templating, ça ne correspond pas quand on fait de la data viz. On a des composants bien trop complexes. Donc tout le côté data binding de Angular, ça me touche pas. Je vais toujours me retrouver à devoir hacker le truc au bout du compte. Ensuite, Backbone, j'ai cru comprendre que finalement, quand on sort un peu des... C'est pareil, hein, j'ai juste regardé les exemples de To-Do MVC. Et en effet, ils sont super classe, mais quand on arrive à faire des choses un peu plus techniques, genre... Enfin, des trucs vraiment très interactifs. Nous, j'avais des problématiques là où je travaillais avant, on devait visualiser des données sur des millions de lignes. Donc faire de la data viz sur un tableau CSV de millions de lignes. Donc on n'avait que des tweaks avec le serveur, et tout était hacké un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que partout, on devait aller chercher la petite bête, etc. Et j'ai cru comprendre que ces gros frameworks, en fait, au bout d'un moment, ça devient un peu une usine à gaz quand on les utilise pour s'adapter à ce genre de choses. Moi, je sais comment je hack, et au moins, si je peux tout hacker dans le même fichier, ça me fait travailler beaucoup plus vite. Je sais pas si j'ai le droit. Non, non, bien sûr. L'anarchie, c'est pas la JS, on s'en fout. C'est permis. Je vais me dire ça, j'ai essayé d'avoir Internet. Et oui, en exclusivité, quelqu'un qui va enfreindre la loi devant vous. Bah si, c'est filmé en fait à côté de moi, tu vois, il y a une caméra. Ah. Ah. Bon. Sans la permission de l'influence, je remercie son représentant ici qui me donne l'autorisation. On est dans ce genre d'application où je vous montre le genre de problématiques qu'on peut avoir. Ça, en plus, c'est une ancienne version. C'est de la visualisation de données, c'est très interactif. Dès qu'on clique quelque part, ça a un impact sur l'application. Et les effets peuvent être très différents, de manière très subtile, entre quand on clique quelque part ou à un autre endroit. Les touches contrôle, les touches majuscules ont partout un impact. En fait, on se retrouve avec un sac de nœuds assez incroyable. Et sur chacune de ces pages, en fait, c'est très interactif, donc c'est super à utiliser pour le... C'est génial pour l'utilisateur. C'est quand même un peu plus délicat côté développeur. Et Domino. Une autre page. Ah ouais, d'accord. Bon. Bravo. Non, bon, non, je peux pas. Là, je viens juste de. Je suis en train de travailler sur des outils sur Domino qui n'ont pas encore été réalisés. Il est déjà utilisé donc au Media Lab, à l'Influence.
Moi, je le maintiens activement. C'est vraiment pour des applications DataVis. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous montrer, donc ça va être délicat. Quand vous cliquez quelque part, ça peut avoir un effet ou un autre selon que vous appuyez sur une ou deux touches du clavier et tout est interactif. Et on est très loin du MVC classique où en fait, tout ce que vous manipulez va régénérer une vue centrale, éventuellement une vue sur le côté. On n'est pas là-dedans, quoi. On est dans des comportements beaucoup plus complexes et tricky à gérer. Alors le fait de fonctionner juste sur des sortes de petits trucs atomiques comme les hacks qui vont juste se brancher sur un événement, vous ne gérez pas tout le reste de la chaîne et vont déclencher une fonction, ce qui fait que vous avez juste des dominos qui vont se gérer en cascade. À un problème, un hack, vous vous retrouvez avec un code qui est beaucoup plus lisible, à mon sens en tout cas. Bah, tu peux regarder les tests unitaires de Domino pour le coup. Tu veux dire tester toi-même ton test unitaire? Enfin, tester toi-même. C'est très simple. Quand tu fais ton hack dedans, tu n'as qu'à modifier une valeur que tu sors de Domino pour être sûr que tu le gères bien toi-même. Tu dispatches un événement, que ce soit d'un module ou depuis ton contrôleur, etc. Ça va déclencher ton hack. Ton hack va modifier ta valeur qui est en dehors des dominos. Ensuite, tu testes, tu vérifies que la valeur ait bien été mise à jour, par exemple, tout simplement. Et ensuite, si tu regardes les tests unitaires de Domino, les hacks sont déjà testés et tous les droits des hacks, toutes les fonctions qu'il peut appeler sont déjà testées. Tu peux t'inspirer de ça pour intégrer. Voilà. Ouais, entendu parler. Signal? J'ai regardé, ça peut être. C'est pour gérer les événements en fait. C'est juste un contrôleur d'événements. D'accord. Oui, non, il y a toute la surcouche donnée qui peut être vraiment pratique. Voilà, bon ben, merci beaucoup. Ok, et on va passer au talk suivant par Julien qui va nous présenter. Euh, le titre, il est en anglais, il est un peu compliqué, c'est une longue phrase. Des montres 3D en CSS3 et avec jQuery. Dans un petit talk sympa et interactif. C'est bien ça, hein? Interactif, non? Non? Oui. Ok. Ok. Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler, hein, enfin, je viens un peu parler au côté créatif qui sommeille dans tous les codeurs. Justement, là, il y a des nouvelles, vous êtes tous au courant des CSS3 et tout. Et donc là, il y a un nouveau terrain d'exploration qui est en train d'apparaître. Et justement, là, je pense que les designers commencent à se casser la tête sur ce genre de graphisme qui est un peu vraiment quand ça commence à devenir touchy sur l'interactivité, la 3D, les CSS 3D. Justement, le designer il commence un peu à faire ah. Alors que nous, justement, on a une carte à jouer au niveau de la créativité. C'est vraiment que du code pour faire du design. Et voilà, donc je venais vous montrer que c'était simple en fait. Le but de ma présentation, c'est vous montrer que c'est assez simple de faire des CSS 3D et que justement, vous pouvez vraiment commencer à l'utiliser dans vos sites. Là, je parle surtout évidemment à tous ceux qui touchent un peu à l'intégration plutôt que back-office. Mais voilà, donc j'ai fait une démo. Ça vous dérange si je parle sans le micro en parlant un peu plus fort comme ça? Vous m'entendez au fond? Bon, je préfère, ça me stresse le micro.
Des questions? Là, j'ai fait l'ombre, c'est juste drop shadow qui marche bien. Donc, j'ai fait un blur qui marche encore mieux, une petite noire. Avec un blur, ça fait comme une ombre. Ok, j'appelle à la barre Clément Chalet. Voilà, qui va nous parler en 5 minutes de MooTools, des MooTools FX. Voilà, donc Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Clément, je vais vous parler des animations avec le framework MooTools. Avant de commencer, un petit sondage, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui utilisent ce framework MooTools? Je sais que jQuery est bien plus populaire. Ah, on en a un. Bon, on est deux alors. Bon, pour résumer, c'est l'équivalent de jQuery. Ça fait à peu près la même chose, la syntaxe est différente, mais les bases sont les mêmes. Donc vous ne serez pas perdu. Alors je vais vous parler des animations CSS qui permettent de faire bouger des éléments, changer les styles. Voilà. Par exemple la couleur, la position, la taille. Alors une animation avec MooTools, mais ça fonctionne aussi avec jQuery et d'autres librairies. En fait, ça va être une boucle temporelle on a parlé de tick tout à l'heure, c'est la même chose en fait. Ça va itérer en fonction du temps et mettre à jour régulièrement une propriété CSS, une ou plusieurs propriétés CSS. Alors, je suis un peu embêté, j'ai le bout de mon exemple qui est coupé et normalement le bouton Start est là-bas. Voilà. Donc, pour vous montrer ce qu'est basiquement une animation avec MooTools. Non, ça marche pas. Bon, ça a disparu encore. Mais c'est dézoomé au maximum.
Non, ça marche que sur le texte. Ouais, c'est compliqué, ouais. Voilà. Donc j'ai fait une petite animation qui va tourner à 1 frame par seconde. Ah bah, je peux pas vous montrer les deux en même temps. Voilà, c'est le petit 1 qui dépasse. Là. 1 frame par seconde. Ouais, ça m'affiche deux. Ça marche pas. Voilà. Donc en fait, comme c'est mis à jour une fois par seconde, on se rend compte vraiment que c'est des positions intermédiaires qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, c'est le principe basique d'une animation CSS. Alors mon idée était d'utiliser ce moteur d'animation pour représenter différentes choses et ne plus le faire fonctionner en fonction du temps, mais en fonction de plusieurs autres entrées. Notamment, je vous montrerai un exemple tout à l'heure avec le scroll dans la page. Alors l'intérêt de réutiliser le moteur d'animation, c'est qu'il y a déjà plusieurs choses qui sont prévues dedans, qu'on peut réutiliser et qui sont très utiles. Notamment les fonctions de easing, vous voyez sûrement ce que c'est, où ça fait des courbes, les ease in, quad, cubic, etc. Le CSS en sortie est déjà correctement formé. Ça peut gérer des pixels, des pourcentages, éventuellement des couleurs aussi, des codes couleurs. Et on peut réutiliser les options. Pour vous montrer juste le easing, c'est le même exemple que tout à l'heure, plus rapide, avec une autre fonction de easing, voilà, qui s'appelle bounce. Alors je vais vous montrer l'exemple qui, le lien ne marche pas. En fait, ça, comme c'est au bord de la page, ça clique sur le lien qui est transparent mais qui fait revenir en arrière. Ouais, j'aurais dû tester sur une petite résolution d'écran comme celle-ci. Ouais, je demande du temps supplémentaire, s'il vous plaît. C'est mieux, hein? Ouais. Non. Vous m'avez donné un espoir. Ah ouais, c'est pas gagné. Mais je vous dirai à la fin où j'ai trouvé la template de slide pour pas l'utiliser. Je reviens dans 2 secondes. Enfin, je rebranche dans 2 secondes.
Bon, même l'exemple ne fonctionne pas. Cette fois, c'est de ma faute. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'aurais bien voulu conclure par l'exemple. Ah, en fait, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas de réseau. Bon. Bon, c'est pas grave, je vais passer l'exemple, c'est dommage. J'ai un tout petit exemple là, mais qui est bien plus ridicule que ce que je voulais vous montrer. C'est la boîte de gauche. Donc je vous montre un peu le code, si j'y arrive. Voilà, plus ou moins. Et en fait, quand je fais bouger la souris sur cette boîte, elle disparaît. Voilà. Je voulais vous parler aussi de nouvelles fonctions de easing que j'avais mis en place, mais je vais pas avoir le temps. Voilà, merci. Ah, et si vous voyez le petit logo là-haut, le petit favicon, c'est une template Google. La template de scroll qui ne fonctionne pas. Non, il n'y a pas de question en fait pour les Lightning Talks là normalement. Désolé. Et donc on va accueillir, c'est Jean-Philippe ou Jean-Pierre, j'ai oublié. Jean-Philippe. Il y a Jean-Philippe Ancos qui va nous parler d'une petite librairie qui s'appelle BrainJS. Voilà. Il était venu déjà il y a 2 mois nous présenter un projet qui s'appelle Sarah, qui était funky pour ceux qui sont pas venus. J'en profite, je fais une transition le temps qu'il s'installe, qui permet de contrôler un peu de la domotique en se servant du Kinect de la Xbox et je vais me lever. En se servant du Kinect de la Xbox pour la connecter avec un serveur Node.js sur un PC à tous les objets de la maison, faire des appels sur le web, calendrier. Comment? C'est cool, c'est cool. C'était un projet super sympa, un truc super innovant. Et pendant le développement d'un plugin pour Sarah, il a découvert une librairie qui s'appelle Brain.js qui va nous présenter, parce que j'arriverai même pas à vous résumer le résumé que j'ai sous les yeux, ça sert à rien. J'ai rien préparé, c'est freestyle tout ça. Donc voilà. L'adresse de Sarah, tiens, c'est quoi l'URL de Sarah? Encause.net, voilà, encau2se.net, pour voir Sarah. C'est un projet qui est super sympa, qui nous avait bluffé il y a 2 mois au ParaJS. Ok. Ça arrive, auto-ajustement in progress. T'es fan de télécommande et des commandes Ah si c'est bon, ça marche. À toi la parole. Donc bonsoir à tous. Je vais essayer de vous parler réseau de neurones en 5 minutes. Donc vous m'excuserez, je vais faire des gros raccourcis et les puristes vous pourront me taper dessus. Donc je m'appelle Jean-Philippe Ancos. Je suis travailleur du web depuis le début du millénaire, à travailler sur des frameworks front office, back office et tout plein d'autres choses. Enfin, vous verrez sur ancos.net. Et donc, lorsque j'ai développé un plugin pour Sarah, j'ai découvert une librairie qui s'appelle BrainJS et qui permet de faire du réseau de neurones. Alors, les réseaux de neurones, l'objectif, c'est de mimer un petit peu ce que fait le cerveau, à savoir un graphe de neurones qui vont passer de l'information ou pas, suivant un potentiel d'action. Comment ça se traduit en informatique? On a un graphe d'objets découpé en couches, une couche d'entrée, une couche de sortie, et des couches intermédiaires sur lesquelles on va stocker des poids pour savoir si on va faire passer l'information ou pas. Alors on est dans de l'informatique molle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr d'avoir un résultat qui vous satisfait, et vous n'êtes pas sûr d'avoir 2 fois de suite le même résultat. C'est un petit peu déconcertant, mais on va voir après que ça permet de faire plein de choses plus simplement qu'en le codant directement.
La librairie BrainJS, elle est ultra simple et leur exemple permet de bien se rendre compte ce qu'elle permet. En fait, sur leur site, ils ont une mécanique. Si jamais vous voulez détecter si vous devez mettre du texte noir ou du texte blanc sur une couleur, il y a plein d'algorithmes qui existent. Eux ont décidé de le résoudre en faisant un réseau de neurones et que l'utilisateur, en cliquant, décide si c'est plutôt blanc ou plutôt noir qu'il faut que je mette sur un fond vert, par exemple. Et ils ont comparé leur réseau de neurones avec l'algorithme, en l'occurrence YIQ, qui permet de faire un choix. Et le code est extrêmement simple, comme vous voyez. On fabrique un réseau de neurones et on va l'entraîner en mettant en entrée, comme on a vu dans le layer tout à l'heure, nos 3 valeurs, en l'occurrence RGB, et en sortie, ce qu'on attend. Donc là, dans l'exemple, on le fait 3 fois. Une première fois, on veut du noir, ensuite du blanc, ensuite du blanc. Et ensuite, il suffit d'interroger le réseau en lui disant, voilà, j'ai 3 couleurs, qu'est-ce que tu peux m'obtenir? Et il va donner une valeur entre 0 et 1 en fonction de ce qu'il imagine obtenir. Appliqué à Sara, alors Sara, pour résumer le résumé du résumé, c'est un framework pour piloter l'Internet des objets. Et parmi les problématiques que j'avais, c'était piloter par exemple les lampes de manière intelligente. Donc le principe de la veilleuse de base, c'est je rentre dans une pièce, j'allume une lampe. Le problème, c'est que après on peut complexifier et se dire j'allume une lampe, mais en fonction du moment de la journée. Typiquement, si je vais me coucher et que je passe dans la pièce, c'est un peu dommage d'allumer la lampe pour ensuite la réteindre. Et aussi en fonction de la luminosité. S'il fait grand soleil, ça sert à rien d'allumer la lampe. Donc de la même manière, j'ai utilisé BrainJS pour mettre en entrée ces 2 valeurs, en sortie est-ce qu'il faut allumer ou pas la lampe, et du coup Sara apprend progressivement ce qu'il faut faire. Et donc pour apprendre, il y a un deuxième chemin qui n'est pas détection de mouvement, mais tout simplement la reconnaissance vocale de Sara, où explicitement je vais dire Sara allume la lampe, et à ce moment-là elle apprend qu'il faut allumer la lampe, et donc la prochaine fois elle va elle va faire le bon choix ou un meilleur choix jusqu'au moment où elle va correctement apprendre. Globalement, ça marche très bien après quelques semaines d'utilisation. C'est super simple et léger, avantages et inconvénients. C'est-à-dire que le code est très simple, les algos sont relativement simples, il y a des librairies beaucoup plus évoluées si vous voulez faire vraiment du réseau de neurones en JavaScript, dont la librairie qui s'appelle Ancog.js, qui existe aussi dans d'autres langages, Java et je crois aussi en C++. Et après, ça ouvre des possibilités. C'est-à-dire que on a vu le code est tellement léger qu'on pourrait imaginer dans des développements front-end d'apprendre des usages de l'utilisateur et éventuellement faire des choix sur au niveau de l'IHM pour lui afficher ou pas telle ou telle chose en fonction de son comportement. On peut envisager ce genre de choses. L'apprentissage est extrêmement rapide. Enfin, j'ai fait sur un jeu de données quand même assez important, l'apprentissage est assez rapide. Et du coup, on peut envisager ce genre de choses pour du test sur du front-end. Et donc, après, plein d'autres choses. La librairie sur GitHub, elle est active. Il y a plein d'issues qui sont mis et corrigés. Voilà. Je vous remercie. Et c'est fini pour les talks de ce Parler JS. Avant d'aller manger tout ce que Viadeo nous a préparé, juste un petit message pour dire que si vous aussi vous avez des sujets qui vous intéressent, des projets que vous avez créés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu pas mal de créateurs de projets, c'était sympa, mais c'est pas forcément le cas. BrainJS, c'est pas toi qui l'as développé, si je me trompe. Voilà. Si vous avez partagé quelque chose sur une librairie, une expérience, un projet, peu importe, vous êtes un message. Vas-y. J'adore parler. Vas-y. C'est ouvert à tout le monde. Le but, c'est de faire une démo, soit 1 kg, soit 2 kg, soit 2 kg. Faire un truc pratique à présenter à tout le monde et juste pour le fun, partager.
Ça se passe à Bastille, à l'école Isard Digital. J'ai déjà fait 2 ou 3 hackathons là-bas sur des week-ends. Il y a la place pour dormir, il y a la place pour manger, pour coder, il y a plein de salles. On va pas se marcher dessus, donc c'est cool là-bas. C'est assez sympa là-bas. Ça marche. Si tu veux, vas-y. Je vais pas t'empêcher, vas-y. Est-ce que si les gens sont pas trop affamés, tu vois. Ah, par contre, il te faut un adaptateur. Ah, tu l'as? Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a un autre événement? Oui, non, si. Donc, je rappelle juste que, comme nous l'a dit tout à l'heure Sylvain, c'est ça? Yes, Sylvain. Si vous cherchez un job chez Viadeo, que ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. J'en profite pour passer une annonce aussi. Si jamais vous faites du backbone, vous cherchez un gros projet backbone costaud sur Paris, j'ai un truc à vous proposer. N'hésitez pas à venir vers moi. Hop. Faut que je fasse le clone. Ou ça. Voilà. Petite démo live. En fait, c'est tout en scroll et il y a des éléments qui bougent au fur et à mesure qu'on scrolle dans la page. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et c'est tout. Passons à table. C'est l'heure du social, du networking, du eating, fooding, tout ce qu'on veut. Ça se passe là-bas.